Salut à tous, bienvenue dans Prolongation, l'émission qui prolonge le débat autour des matchs de l'OGC Nice, de son actualité, qu'on continue pour la dernière fois de la saison de commenter, d'analyser, décortiquer en long, en large et surtout en travers. Oui, ça nous fait plaisir de continuer à le faire aujourd'hui avec nos invités connectés. On finit en famille, avec la famille d'Aventinissa aussi. Sky est là, Jean-Philippe bien sûr. Merci d'être connecté à ce plateau pour la dernière, Jean-Philippe. Eh ben merci, c'est très gentil de nouvelle invitation. La première et la dernière, du coup, on boucle la boucle. Exactement. On va remercier Cédric aussi, parce que quand on parle d'Aventinissa, il est là, il est jamais très loin. Cédric est connecté à ce plateau, comment ça va ? Salut Seb, salut les gars, ça va toujours, c'est toujours un plaisir d'être avec vous, de parler du gym, donc encore une fois c'est un plaisir. Et celui qui m'a accompagné encore une fois toute cette saison, titulaire indiscutable, je le dis à chaque fois, Alric. Merci Alric de terminer cette saison avec moi, avec nous aussi. Merci à toi, écoute, salut à tous. Je suis très content d'être dans ce nouveau carré magique pour la dernière de la saison et la dernière tout court, on verra bien. Ouais. Merci en tout cas. Avec plaisir, Alric. On va évoquer, regardez, le sommaire de l'émission, cette petite surprise que nous ont réservé les joueurs de l'OGC Nice. Oui, une surprise pour finir et cette victoire du côté de Lyon. Et puis on consacrera une large partie de cette émission au bilan de cette saison. Ouh, qu'elle a été longue, oh, qu'elle a été compliquée cette saison. On va y revenir dans la deuxième partie. Mais juste avant, on va parler du terrain pour ce dernier match de championnat. Jean-Philippe, peut-être pour démarrer, cette victoire à Lyon, on a titré que c'était une surprise parce qu'on ne l'a pas vraiment vu venir. Un OGC Nice qui se rendait à Lyon sans réelles ambitions. Un Olympique Lyonnais qui devait tout faire pour l'emporter et décrocher une place en Ligue des Champions. Là où on l'attend le moins, le gym répond présent et termine avec une victoire. Est-ce que c'est pas symptomatique de la saison du gym ? Est-ce qu'à chaque fois qu'on n'attendait plus rien d'eux, ils n'ont pas réussi à agréablement nous surprendre ? Moi, j'ai l'impression que c'est comme ça. À chaque fois qu'on a pu parler d'une victoire, voilà, ce match face à Marseille dont on n'attendait rien également, il y a eu quelques victoires comme ça. Ils nous ont déçus quand c'était facile, entre guillemets, face à Dijon, face à Reims, face à Strasbourg. Et ben, voilà, ça fait plaisir de terminer par une victoire de prestige quand même à Lyon, même si c'est une petite passe décisive à nos voisins monégasques, malheureusement. Mais bon, voilà, c'est bien de conclure la saison sur un match abouti. On a survécu à cette très longue saison, comme tu disais, en amont. Maintenant, voilà, on peut la finir avec le sourire et rapidement passer à autre chose, on l'espère. C'est vrai, on l'espère aussi. Alors certes, oui, l'OGC Nice envoie Monaco en Ligue des Champions, mais privé Jean-Michel Aulas et l'Olympique Lyonnais Ligue des Champions, c'est pas mal non plus. Alric, on va revenir sur cette victoire. Un OGC Nice à réaction qui a su saisir sa chance dans un match qui n'était pas forcément gagné d'avance, je le disais tout à l'heure, mais le gym a su profiter d'un maximum de réussite aussi, en créant quelques petites choses intéressantes. Ouais, surtout en deuxième mi-temps, j'ai l'impression, parce qu'en première mi-temps, ça aurait pu très vite tourner à la déroute. Lorsque par exemple Oussem Aouar marque le troisième but et qui est refusé pour hors-jeu, je me suis dit ouais, ça va devenir compliqué parce que sur chaque centre lyonnais il y avait danger et ça a presque fait 3 buts. Donc oui, effectivement, en seconde mi-temps c'était plus intéressant. J'ai vu un gym qui certes était décomplexé. Et surtout, effectivement, comme l'a dit Sky tout à l'heure, on ne les attendait pas, donc ils se sont peut-être dit on a peut-être un coup à jouer pour se faire plaisir. Non, ça fait plaisir de voir justement qu'ils ont joué leur rôle d'arbitre jusqu'au bout, au final. Et voilà, puis c'est toujours une belle victoire de prestige de gagner à Lyon. Il y a toujours des matchs intéressants lorsqu'on va à Lyon lors de la dernière journée. Et puis peut-être que priver Lyon de Ligue des Champions, c'est aussi priver Lyon d'aller chercher un entraîneur comme Galtier. On ne sait pas. Peut-être que c'était un objectif en soi aussi. Cédric, avant de parler du coach, parce que forcément on en parlera avant la fin de cette émission, on le voit, nos confrères de Nice Matin ont titré Nice finit sur une bonne note. Ça fait du bien de finir cette saison compliquée avec un match comme on a vu à Lyon, Cédric. Bien sûr, ça fait du bien. Ce qui frustre encore plus au final, c'est que tu te rends compte que tu finis la saison à 6 points d'une potentielle place européenne. Alors quand tu penses à 6 points, tu penses forcément à ces 2 matchs abominables que tu as fait contre Dijon, voilà, et qui t'ont coûté potentiellement une place européenne. Donc il y en a eu d'autres, mais ces matchs à Dijon, ils vont rester en travers de la gorge. Après voilà, c'est bien d'avoir terminé et d'avoir fait ce match à Lyon. Où encore une fois, comme à Brest, on a été en réaction et on a vu vraiment un état d'esprit qu'on aurait dû voir plus souvent cette saison, qu'on a réclamé et qu'on a pointé du doigt. Mais voilà, c'est peut-être de bon augure aussi. Comme tu l'as dit, c'était un duel avant le duel concernant Galtier. Pour l'instant, celui-là, on l'a gagné. À voir si on gagnera le suivant.
On l'espère, on essaiera d'en savoir un petit peu plus d'ici la fin de cette émission. On va regarder la compo qu'avait alignée Adrien Urcea, à qui on peut aussi tirer un coup de chapeau parce que c'est vrai qu'il a récupéré l'équipe dans un sale état pour finalement l'amener à la 9e place du classement, on le verra tout à l'heure. Composition, j'allais dire, somme toute classique avec la titularisation de Les Melou qui jouait peut-être son dernier match avec le gym. Ronny Lopez qui est encore une fois passé à côté à l'image de sa saison. Jean-Philippe, cette équipe, elle a finalement été, j'allais dire, assez fidèle à ce qu'on a vu, avec une défense plutôt solide, même s'il y a eu quelques passages à vide en première période. Et puis devant, du talent, du potentiel. Au milieu de terrain, c'est la même. Devant du talent, du potentiel, tu fais bien de souligner que Ronny Lopez non plus n'a pas brillé, ça n'a pas été non plus totalement nul. Il y a eu quelques mouvements intéressants de sa part qui n'ont pas mené à grand chose, mais c'est trop peu, c'est pas ce qu'on attendait de lui et surtout pas au bout de la saison. Moi, je retiens un côté gauche vraiment qui a fait un match exceptionnel, que ce soit Hassan Kamara, au-delà de son magnifique but, même si effectivement celui-là restera sûrement dans les mémoires. Il y a Amine Gouiri qui a tout fait sauf marquer à peu près dans cette rencontre. Un Kasper Dolberg qui a terminé en marquant une saison vraiment très compliquée, donc c'est toujours positif pour la confiance et pour la saison prochaine s'il est encore là. On a vu, je rejoins ce qu'ont pu dire mes camarades, on a vu un peu plus de football, on a vu un beau match pour terminer, ça compte pas pour grand chose, on aurait aimé le voir plus souvent, y compris face à des adversaires plus faibles, mais on sent qu'il y a quand même du potentiel dans cette équipe pour ceux qui vont rester. Alors on en parlera de ceux qui vont rester bien sûr. Alric, on va lire ensemble aussi la déclaration du coach niçois Adrien Urcea à la fin de ce match et après cette victoire face à l'Olympique Lyonnais. On a pas mal accusé l'équipe d'avoir lâché, nous ici en premier évidemment. J'ai toujours affirmé le contraire. Quand on n'a plus rien à jouer, ce n'est pas facile de sortir ce genre de prestations. On a eu des hauts et des bas, mais on a toujours su se relever. Des hauts, des bas, c'est la saison de l'OGC Nice résumée comme on le disait tout à l'heure dans ce match. Alric, c'est vrai que on aurait voulu voir plus de hauts comme on a vu face à Lyon, face à une équipe qui n'a pas triché, elle, parce qu'elle devait s'imposer, forcément. Oui, c'est d'autant plus... Ça y est, on va te retrouver, c'est bon. Voilà, c'est bon. C'est d'autant plus frustrant pour eux parce que Monaco n'a pas gagné dans son match. Et donc, ils auraient pu se qualifier pour la Ligue des Champions, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Ils ne s'attendaient peut-être pas à une combativité telle qu'on a pu le voir du côté du gym. Après, il y a une statistique qui résume parfaitement la saison du gym, c'est 15 victoires, 16 défaites. C'est énorme le nombre de défaites pour une équipe qui passe finalement pas si loin d'une qualification européenne. Quand on y pense, effectivement, c'est frustrant parce que 15 victoires, c'est quand même un sacré chiffre pour un championnat. Et c'est vrai qu'une équipe jeune comme on l'a eu, c'était avec des hauts, des bas. Et si on arrive à bien l'entourer la saison prochaine, on pourrait arriver à avoir quelque chose de bien. Et une petite note pour terminer, je constate sur les compositions d'équipe qu'on affiche dans l'émission toutes les semaines, Les Melou n'est jamais orthographié correctement. Donc, tu fais bien. La prochaine, il pourra peut-être plus être là. Tu fais bien de le dire. Je l'avais vu, la personne qui s'occupe de ça, c'est sa dernière émission, je vous le dis, je ne peux pas donner plus d'infos. C'est terminé. Cédric, on va regarder le classement pour terminer sur ce match face à Lyon, le classement définitif de la Ligue 1 cette fois-ci avec l'OGC Nice 9e. On l'a répété au fur et à mesure des dernières émissions. Même si oui, l'OGC Nice est à 6 points de l'Europe, on ne sait pas en gagnant un match face à Dijon comment ce serait enchaîné la suite. On ne pourra jamais refaire cette saison. Mais de façon générale, on est plutôt d'accord régulièrement pour se dire que cet OGC Nice-là, avec ce qu'il a montré cette saison, mérite cette 9e place, pas plus haut, pas forcément plus bas. On a clairement sauvé les meubles. Quand tu te rappelles où on en était, même au mois de janvier, au moment où on a recruté Todibo et Saliba, par exemple, qui ont beaucoup apporté et qui ont contribué à cette remontée au classement, on était tous en train de transpirer en se disant, on regardait derrière et on regardait vraiment derrière, en craignant ce qui pouvait se passer. On a vu d'autres clubs qui pouvaient passer à travers. Nous, avec notre projet, c'était clairement interdit. Donc, jouer la 8e place comme ça dans les dernières journées, c'était, comme je l'ai dit, presque inespéré. Donc voilà, cette 9e place, elle est comme tu l'as dit, logique. Elle est logique par rapport à la saison, mais elle est malheureusement pas logique par rapport au projet qu'il faudra essayer de bien redémarrer cet été.
Comme disait un entraîneur, on n'a pas la meilleure équipe, mais on n'a pas la pire non plus. Voilà où se situe l'OGC Nice pour cette fin de saison à la 9e place du classement. On va passer au débat qui va vous intéresser aussi encore un petit peu plus, parce que forcément, on va faire le bilan de cette saison et essayer de se projeter, parce que oui, c'est l'heure du bilan déjà, avec un premier tweet, tiens, qu'on peut lire, un tweet d'un des supporters, une saison qui devait enfin lancer le projet Ineos, mais qui a au final mis en lumière l'erreur de ne pas avoir pris des joueurs confirmés pour encadrer ce jeune groupe. Résultat, une saison décevante et seulement quelques éclaircies sur certains matchs. Jean-Philippe, on partage régulièrement ces tweets, ces réactions. Cette saison, elle était mal lancée depuis le début, selon toi ? Oui, hein, on en est en fait, et on va parler du mercato après, à dire toujours la même chose. On manque de joueurs confirmés, on manque de joueurs à certains postes. Moi, ce qui me dérange, c'est que quelqu'un comme moi qui ne fait que regarder les matchs une fois par semaine, qui ne vit pas de l'intérieur, en fait, on le disait déjà au mois d'août dernier, les joueurs qui manquaient, les problèmes qu'allait connaître cette équipe cette saison. C'est ça qui est d'autant plus rageant, c'est que tu fais face à une hécatombe de blessures, tu mises sur un joueur qui malheureusement est en méforme. Enfin, voilà, par exemple, je prends l'exemple de Casper Dolberg, il a connu vraiment une accumulation de malchance. Ça fait partie des impondérables que tu ne peux pas prévoir. Comme la blessure de Jeffrey Adélaïde, par exemple, aussi. Voilà, par exemple, ça, on ne peut pas blâmer le club pour ça. Les soucis en défense centrale qu'on a dû résoudre en catastrophe et que, heureusement, le club a bien résolu au mois de janvier, en fait, on le savait déjà tous, quoi. Combien de fois on a dit, le jour où Dante a un pépin, il n'y a personne derrière. Ça s'est révélé vrai. Dans les moments difficiles de la saison, et notamment la Coupe d'Europe, on n'a pas d'expérience de cette compétition. Qui va l'apporter aux jeunes ? Personne. Et tu fais une campagne européenne piteuse, pour pas dire honteuse. Donc voilà. On va dire que les déficits, on les avait déjà identifiés il y a un an. On a voulu faire un pari sur certains trucs, mais ça n'a pas fonctionné. Maintenant, je pense que maintenant qu'on est tous au clair sur ce qui manque à cette équipe, on est tous bien au clair même, y a un mercato qui arrive pour essayer de pallier ces problèmes. Alric, en début de saison, on se disait que cette équipe, elle était prometteuse. Elle l'est toujours, d'ailleurs, certainement. Il a manqué trop de choses à cette OGC Nice. On reviendra, bien sûr, dans quelques secondes aussi sur le changement d'entraîneur, parce qu'il a forcément marqué cette saison. Je l'ai dit plusieurs fois, on l'a dit plusieurs fois dans l'émission, il manque de l'expérience. Alors quand on dit expérience, c'est pas forcément des joueurs super cotés de type européen, enfin je veux dire de classe européenne, classe internationale, ne serait-ce que des joueurs confirmés de Ligue 1. Ça aurait pu faire beaucoup de bien à cette équipe de l'OGC Nice qui a certes beaucoup de talent. Hein, quand on regarde un petit peu la colonne vertébrale qu'on pourrait conserver pour l'année prochaine, il y a beaucoup de jeunes avec fort potentiel. Je pense à Thuram, Boudaoui, Alexis Claude Maurice, Todibo, Danny Luke, et je pourrais en citer encore quelques-uns. Donc oui, du potentiel, effectivement, il y en a, mais il a manqué trop d'expérience et de calme à certains moments pour justement passer à travers des matchs qui étaient compliqués. Je pense au match de Dijon, je pense aux 2 matchs contre Lorient par exemple. Voilà, Guiri disait il y a quelques jours qu'on avait perdu 10 points face à ces équipes-là et que si on rajoutait 10 points au classement final, on était européen. C'est facile à dire après coup, mais c'est parfaitement la vérité. Il a manqué du calme, il a manqué de l'expérience à cette jeune équipe, et j'espère, après cette nouvelle saison ratée, que les dirigeants, le club prendra conscience de ça et saura appliquer la vraie bonne méthode pour pallier à ces erreurs l'année prochaine. On l'espère, bien sûr. Cédric, on va lire un tweet ensemble et je vais te faire réagir évidemment sur ce qu'on dit depuis quelques minutes maintenant. Voilà, fatigante, désespérante, somnolente quand on parle de la saison de l'OGC Nice. On peut trouver plein de mots pour résumer notre saison si on ajoute à ça des dirigeants qui ont fait n'importe quoi et lâché beaucoup trop rapidement la saison en ne prenant pas un entraîneur en janvier. Est-ce que Cédric, ce cas Patrick Vieira, il a pas été bien géré? Alors ce tweet, il dit beaucoup de choses. On est d'accord, pas d'accord. Comment tu analyses tout ça? Parce que c'est vrai que Patrick Vieira, ça a été le point négatif de cette saison. Patrick Vieira, on peut lui reprocher beaucoup de choses. Après le timing, c'est toujours compliqué à gérer, je pense. Il sortait d'une saison où miraculeusement tu es européen et tu finis 5e parce que la saison est arrêtée prématurément. C'était compliqué de le licencier à ce moment-là. Mais en même temps, c'était aussi compliqué de repartir sur une 3e saison, tant on savait qu'il était critiqué sur notamment le jeu prôné par Nice, alors que c'était la base de notre projet, hein, le jeu où on voulait vraiment montrer qu'on savait jouer au ballon, tout ça. Donc les dirigeants auraient dû s'en séparer avant ?
Alors, ils auraient dû. On ne sait pas comment ça aurait tourné, mais tu te dis, le licencié après une 5e place et une place européenne, c'était très compliqué. Et peut-être que à ce moment-là, ils avaient personne entre guillemets sous le coude, comme on peut dire. Et maintenant, on parlera sûrement après du cas Galtier, mais peut-être qu'ils ont vu aussi, ils ont vu aussi qu'ils pouvaient peut-être avoir un mec comme Galtier dans un an, tout ça, et qu'ils avaient déjà des vues sur ce moment du projet. Mais je pense que quoi qu'il arrive, Patrick Vieira a fait un peu de mal à ce projet, a mis du temps, a fait reculer tout ça. Et Urcea même lui-même l'a dit, que quand il est arrivé, il est arrivé dans une équipe qui était complètement en chantier. Jean-Philippe, je te vois réagir aussi et je te poserai la question forcément parce que quand on fait le bilan, on se pose toujours cette question des tops et des flops. Pas évident parce qu'il y a eu quelques tops quand même, mais il y a eu pas mal de flops. Pour toi, alors on a passé la saison, que ce soit sur les réseaux sociaux, les supporters qui nous suivent, vous, dans cette émission aussi, on a passé la saison à chercher des responsables, essayer de trouver des solutions, de tirer des sonnettes d'alarme. Pour toi, ces tops, ces flops, Jean-Philippe, ils se trouvent où ? Je pense qu'on l'a déjà dit, la saison était mal partie. Est-ce qu'on aurait dû aller vers la catastrophe à ce point-là ? Est-ce que Patrick Vieira aurait pas pu, dans des meilleures conditions, sans la blessure de Dante, finir la saison, on aurait peut-être terminé à la même place, peut-être en dessous, peut-être au-dessus, ça on le saura jamais, mais dans un climat un peu plus apaisé. Moi je pense que pour le climat et pour l'intérêt du club, on aurait effectivement dû se séparer de Patrick Vieira avant. Après, quand tu le débarques au mois de janvier, faut voir qui est disponible sur le marché. Adrien Urcea, l'avantage, c'est que tu sais qu'il te réclamera rien à la fin de la saison pour repartir. Tandis que si tu signes, je prends un exemple avec Gustavo Poyet ou un autre pompier de service, tu t'engages pour 2 saisons et du coup, tu perds encore 2 saisons dans le projet. Alors que là, aujourd'hui, on parle de Christophe Galtier. Donc, je pense que la principale erreur d'origine, elle vient des dirigeants qui ont pas casté le bon entraîneur et qui ont persisté avec lui pendant cette 3e saison. Il y a Patrick Vieira aussi qui est fautif de ne pas, de jamais avoir trouvé la formule qui a fonctionné. Et après, il y a eu quelques joueurs individuellement qui n'ont pas apporté ce qu'il fallait. Mais le contexte était tellement compliqué, toxique, très rapidement dans la saison. Dès le mois de novembre, on savait qu'on partait dans une saison galère, que même un mec comme Morgan Schneiderlin, qui n'a peut-être pas apporté l'expérience qu'on attendait, rien ne nous dit que l'année prochaine, avec un meilleur entraîneur et des meilleurs coéquipiers et un peu plus d'optimisme, peut-être qu'il donnera son plein potentiel. Et puis voilà, il y en a d'autres comme ça, des jeunes joueurs qui mettent du temps à éclore, mais qui, entourés de cadres, auront peut-être un peu moins de pression et pourront exprimer leur plein talent. Alors on parle souvent au futur là dans ce qu'on est en train de raconter, on va essayer de se projeter bien sûr avec un nouveau tweet qu'on va lire ensemble. Alric, je vais te faire réagir. Cette dernière grosse perf donc contre Lyon, sortir la bande à Aulas de la Ligue des Champions ne fera pas oublier pour autant cette saison chaotique avec le changement de coach et très décevante tant sur le plan du jeu que le classement final. Maintenant place au nouveau coach pour lancer enfin le projet Ineos. Oui, c'est sur toutes les lèvres, dans toutes les têtes, sur les réseaux sociaux, partout, dans la presse également. Christophe Galtier est annoncé du côté de l'OGC Nice. On ne confirme pas ni du côté du club, ni du côté de Galtier. Alric, c'est pourtant ce coach qui va donner finalement la direction de ce projet Ineos qu'on a envie vraiment de voir se lancer, quoi. Je le souhaite en tout cas. Il faut parler encore au conditionnel parce que tant que c'est pas signé, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais je souhaite qu'un coach comme Galtier puisse apporter sa pierre au projet de l'OGC Nice. Quand je regarde ce qu'il a fait à Lille en 3-4 saisons, c'est fantastique. Il a relevé une équipe de Lille qui était au bord du gouffre, au bord du dépôt de bilan, au bord de la relégation, et ils sont champions de France aujourd'hui. C'est incroyable. Et si Galtier a fait ça avec Lille, avec des moyens que l'OGC Nice a, une certaine sécurité financière et du potentiel, il est capable de faire avec l'OGC Nice de grandes choses. Encore faut-il que les dirigeants le suivent et qu'on accepte de mettre les moyens de nos ambitions, si des ambitions il y a. Donc effectivement, Galtier, c'est bien. Puis comme je l'avais dit plusieurs fois dans l'émission, l'avantage de Galtier, c'est qu'il connaît parfaitement la Ligue 1, qu'il n'a pas besoin de période d'adaptation qui serait plus longue avec un autre entraîneur. Il arrive, il pose son équipe et on repart avec de bonnes intentions, de bonnes ambitions. Et je pense que l'ambiance autour du club n'en serait que meilleure en tout cas. Cédric, Galtier, c'est plus qu'une rumeur, mais en revanche, pour rejoindre un petit peu ce que disait Alric, c'est quelqu'un qui ne viendra pas que pour doubler ou tripler son salaire. Si Galtier vient à l'OGC Nice aujourd'hui, c'est parce qu'il a obtenu certainement des garanties de l'OGC Nice et de ses dirigeants. Attention, on parle au conditionnel, parce qu'au moment où on enregistre cette émission, le coach n'a bien sûr pas été annoncé. Cédric, plus qu'une rumeur, il faut passer à la vitesse supérieure avec Galtier maintenant ?
Évidemment. Si tu pars du principe que tu arrives, toujours au conditionnel, hein, mais si tu arrives à débaucher le coach champion de France, élu meilleur entraîneur de Ligue 1, et surtout en lui doublant son salaire lillois, hein, qui est quand même déjà un salaire conséquent, j'imagine que derrière, c'est pour suivre au niveau sportif, qu'il a eu des garanties. On sait qu'il est proche de Julien Fournier. On l'avait vu avant l'arrivée de Patrick Vieira, on l'avait vu au stade, notamment avec Julien Fournier. Donc on sait qu'ils sont relativement proches. J'imagine qu'on lui a donné des garanties sportives parce qu'un entraîneur comme ça, tu peux pas, au point où on en est et au point où en est le projet Ineos, tu peux pas lui demander maintenant un miracle en fait. Il va lui falloir des certitudes. Il est capable de t'apporter énormément de choses. On l'a vu avec ce qu'il a fait avec Saint-Etienne, avec Lille. Il est dans une continuité ascendante, hein, Galtier. On va le prendre peut-être au meilleur des moments de sa carrière. Mais maintenant, il va falloir lui emmener des certitudes, des vrais joueurs. Il ne faudra pas lui emmener encore des prospects comme on a pris l'année dernière, par exemple. Maintenant, les prospects, on les a. Il va te falloir des cadres et il va falloir que lui les amène avec lui comme il a pu faire, par exemple, avec Lille cette année. Ça serait incroyable de vivre une saison pareille. Et ce serait, je pense, à titre personnel, le coach qui incarnerait ce projet. Finalement, Jean-Philippe, on a le droit de se dire que l'OGC Nice a peut-être grillé quelques jokers ces dernières saisons, cette saison, et que l'année prochaine, les dirigeants, dans le choix de l'entraîneur, dans ce qui va se passer, n'auront plus vraiment le droit à l'erreur ? Ça va devenir compliqué en fait de tenir à la fois un discours avec une certaine ambition, les fameuses ambitions qu'on nous a annoncées, jouer régulièrement le top 5, aller titiller les places derrière le Paris Saint-Germain. Ça, c'est pas des mots que j'invente, hein, c'est des mots qui ont été donnés par nos dirigeants et nos propriétaires, les frères Radcliffe notamment. Voilà, la situation du club n'est pas mauvaise, elle est très loin d'être catastrophique. On enchaîne encore une saison dans le top 10. On voit qu'il y a des clubs historiques du championnat de France comme Saint-Etienne ou Bordeaux qui sont dans des situations financières catastrophiques, qui sont même menacés dans leur existence. Donc il ne faut pas non plus s'inventer des problèmes là où il n'y en a pas. Par contre, sportivement, je pense qu'il y a une certaine lassitude parmi les supporters. Bon, je vais déjà parler en mon nom chez moi. Moi je veux bien que tous les ans on m'annonce un nouveau projet sur 3 ans, des ambitions et le fait qu'on va aller jouer la Coupe d'Europe. Maintenant, montrez-moi la preuve de tout ça. Si c'est pour refaire par hasard une Coupe d'Europe comme l'année dernière sur un point de règlement et se taper la honte là-bas, en fait non. Voilà, dites-moi qu'on est parti sur un autre projet, que le projet c'est pérenniser le club. Sur un malentendu, une saison on fera bien, mais qu'on ne se raconte pas des projets ambitieux, européens, tout ça à ce moment-là. Donc là c'est le moment de la saison de transition. En fait. La saison de transition, c'est la 17e d'affilée. Maintenant, faut faire une saison réussie. Après, c'est du sport, ça peut ne pas marcher. On saura se montrer magnanime à ce moment-là si les ingrédients ont été tous rassemblés et que malheureusement, glorieuse incertitude du sport oblige, ça ne le fait pas. Mais bon, faut se donner toutes les chances d'y arriver déjà. Alric, en 30 secondes, pour terminer, c'est la dernière. Je vais te laisser clôturer aussi parce que j'avais envie que tu me donnes le dernier mot sur cette analyse aussi de la suite. On a justement hâte et si on doit résumer, c'est vivement la suite, c'est ça ? Vivement la suite, vivement qu'on arrête de parler de transition, vivement qu'on voit du foot, qu'on se fasse plaisir, qu'on retourne au stade aussi, c'est très important. C'est vrai. Et que l'ambiance autour de ce club devienne un peu plus joyeuse, qu'on retrouve un club avec lequel on est serein, comme ça a été le cas il y a quelques années. Il faut quand même se dire que depuis l'arrivée de Patrick Vieira, malheureusement, même si j'ai rien contre lui, il y a beaucoup de choses qui ont changé en mal. Et il faut vraiment, même si tout n'est pas de sa faute, je le répète, mais il faut vraiment retrouver une certaine sérénité, un plaisir de suivre cet OGC Nice parce qu'on était arrivé à un point, tu le sais très bien Sébastien, on en a parlé plein de fois durant cette saison, on regardait les matchs parce qu'il y avait prolongation et il y a un bon nombre de fois on aurait aimé couper les matchs à la 45e, voire ne pas les regarder du tout. C'est vrai. Donc espérons qu'on retrouve du foot à l'OGC Nice et du plaisir. On va espérer, bien sûr, que tout ça revienne parce qu'on est passionné. C'est pour ça qu'on l'a été dans cette émission aussi. Et je voulais terminer avec un petit message parce que, oui, c'est la fin de prolongation pour cette saison et c'est la fin de prolongation tout court. Prolongation ne reviendra pas la saison prochaine sur ces antennes puisque le groupe Azur TV prend un virage et va devenir une chaîne, et devient progressivement d'ailleurs à partir depuis ces quelques jours déjà, une chaîne des antennes de BFM en région. Donc, prolongation s'arrête là. Alors je sais que ça va faire plaisir à certains qui vont peut-être mieux dormir et peut-être se détendre un peu la nouille, mais c'est que du foot, on vous embrasse sans rancune et ça fera peut-être moins plaisir à d'autres qui ont été là
pour nous, avec nous, cette émission, on l'a faite pour vous, pour les supporters, pour tous ceux qui nous ont rejoints au fur et à mesure des semaines. Donc je voulais vous remercier d'avoir partagé cette passion avec nous, avec moi, parce que oui, à la base, je suis supporter aussi, donc oui, je m'énerve, oui, je m'enflamme, mais on a essayé de retranscrire tout ça avec vous tous, et ça a été un très grand plaisir de le faire avec une liberté de parole incroyable. Donc merci à toutes les équipes qui ont permis tout ça, toutes les équipes d'Azur TV. Merci Aurélien à la réalisation, merci à Théo Sarfati au son, à Ilan Dehé généralement au cadre aussi, Fabrice Justo à la prod. Et je voudrais remercier Alric que je vois faire des signes parce qu'il m'a suivi aussi depuis le début dans cette aventure, et ça a été un plaisir, mon Alric, de partager ces moments avec toi. Bah écoute, voilà, je faisais des signes parce que je voulais te remercier énormément de m'avoir offert cette opportunité de parler de foot toutes les semaines. Hein. On se souvient de comment c'est arrivé, un message sur Twitter, et à la base, ça devait être une petite occasion ponctuelle de temps en temps quand j'avais envie. C'est devenu un job, un véritable job pour moi, puisque pendant 1 an et demi, j'ai fait ça toutes les semaines. Et voilà, il faut que tu saches que tu m'as permis de réaliser un rêve que j'avais gamin, c'est-à-dire parler de foot tout le temps, parce que j'adore ça, parce que je suis passionné. Et le faire à la télévision avec toi, notre petit duo qui s'est créé, qui a pris ses marques et qui a bien fonctionné. Voilà, je suis très très heureux, très honoré d'avoir fait ça avec toi. Et remercier aussi tous les gens autour de Prolongation, tous les invités qu'on a pu recevoir, les supporters. C'était un véritable plaisir de faire ça en live tous les lundis avec vous tous. Et j'espère qu'on se retrouvera autour d'un nouveau projet, pourquoi pas ? Eh bien, pourquoi pas, on se retrouvera. En tout cas, Cédric et Jean-Philippe, je voulais vous remercier aussi parce que avec Avanti Niça, vous continuez aussi l'aventure, et c'est vraiment un plaisir de vous suivre. Et merci d'avoir été fidèles à Prolongation aussi, tous les deux. Merci à toi. Tu nous avais parlé de ce projet il y a de nombreuses années. Tu as mis le temps pour le réaliser, mais tu as tenu parole et tu nous as offert de belles saisons d'antenne, de débats, et surtout, tu as donné la parole à énormément de supporters, et ça, c'est précieux. Merci beaucoup. Ouais. Merci à tous. J'allais dire la même anecdote que Sky, du coup. C'est vrai qu'on en avait parlé tous les trois, où tu nous disais que tu aurais aimé faire une émission comme ça, en donnant la parole aux supporters. Tu as réussi à le faire, et quelle belle émission ça a été, quel plaisir ça a été à chaque fois de venir, d'intervenir avec des personnes très très intéressantes, des supporters, et puis toi. Donc bravo pour ce que tu as fait vraiment, parce que c'était toujours un plaisir. Merci beaucoup. Merci, cette émission, c'était la vôtre. Merci d'y avoir participé de près ou de loin. On va refermer la page. Merci à vous qui avez été sur le plateau, les gars, connectés aujourd'hui pour cette dernière. Merci de nous avoir suivis sur les antennes d'Azur TV. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures avec l'OGC Nice, jamais très loin, avec de très belles saisons, on l'espère. On croise les doigts, et pour les autres, je vous l'ai dit, on vous embrasse sans rancune. Bye bye.